Bonjour à tous, au cours de cette séquence, je vais vous présenter Christophe Colomb, navigateur espagnol d'origine italienne, qui est célèbre pour avoir découvert le Nouveau Monde en 1492, alors qu'il cherchait initialement la route pour les Indes. Christophe Colomb est un personnage au passé confus et contradictoire, entouré de mystères, notamment en raison de sa discrétion sur sa jeunesse et sur ses origines. Officiellement, Christophe Colomb est né à Gênes en 1451, où il est devenu célèbre pour avoir découvert l'Amérique en 1492, et il meurt en 1506 à Valladolid des suites de la maladie de la goutte. Christophe Colomb naît au sein de la famille Colombo. Il serait le fils de Domenico Colomb, tisserand, et de Susana Fontanarossa. Il est également deux frères. Cependant, sa jeunesse est assez mal connue, il se passionne pour la navigation et pour les sciences, et c'est à la lecture du livre des merveilles du monde, écrit par le chevalier anglais et voyageur Jean de Mandeville, qui l'aurait influencé dans ses futurs projets. Comme Christophe Colomb a toujours fait silence sur ses origines, certains historiens pensent qu'il s'agit d'une stratégie de dissimulation afin de ne pas gêner son ascension. Certains éléments convergent vers la thèse d'une affiliation juive et catalane de Christophe Colomb. On dit que Christophe Colomb aurait également tenu un journal de bord rédigé en catalan, preuve de ses origines roturières. Grâce à son ascension sociale, Christophe Colomb recevra les armoiries octroyées par la couronne d'Espagne le 20 mai 1493 et recevra des armoiries des colons attribuées à motu proprio en 1502. Christophe Colomb apprend qu'il y a de nouvelles terres vers l'ouest qu'il pourrait découvrir. Il va alors demander à Jean II du Portugal de financer son projet, mais celui-ci refusera. Il va alors se tourner vers Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille pour financer son projet, mais ceux-ci n'auront pas assez de fonds. Il va même jusqu'à s'appuyer vers Charles VIII, roi de France, et Henri VII, roi d'Angleterre, mais sans résultat. C'est grâce au trésorier du roi Santagel qui va financer son projet. Here we go. Et après un volte-face d'Isabelle, des accords et des capitulations sont signés au camp de Santa Fe près de Grenade le 17 avril 1492. Christophe Colomb obtient des rois catholiques des privilèges tout à fait exceptionnels qui ne peuvent s'expliquer que par le feu de foi accordé à sa réussite. Il est nommé amiral de mer Océane, titre héréditaire, et surtout vice-roi de toutes les terres qu'il peut être amené à découvrir et à acquérir pour le compte des rois. Christophe Colomb part le 3 août 1492. D'emblée, Colomb a su trouver un itinéraire pour gagner l'Ouest. Il est averti sans doute par un voyage qu'il a fait jadis sur les côtes du golfe de Guinée. Il gagne donc des latitudes assez basses pour bénéficier des grands vents réguliers qui portent à l'ouest les alizés. Après une relâche aux Canaries pendant près d'un mois, ces vents sont rencontrés le 8 septembre par un temps magnifique. Dès lors se déroule paisiblement le plus grand voyage de découverte jamais entrepris. Colomb aborde le 12 octobre l'île de Guanadi. Il la rebaptise San Salvador. C'est sans doute l'une des Bahamas actuelles, appelée aussi Walting. Là-bas, les indigènes accourent, ils sont nus, sans armes, pacifiques et reçoivent de Colomb des bonnets de couleur et des colliers de verre. Colomb se dit déjà qu'on pourrait en faire des hommes de peine excellents. Il définit dès le premier jour ce que sera la politique indigène. Un but noble d'abord, de facile conversion, la conquête d'armes innombrables apportées au compte des rois catholiques. Mais l'esclavage déjà pratiqué par les Portugais aux dépens des Noirs d'Afrique se profile également dans les projets de Colomb. Colomb repart du Nouveau Monde en janvier 1493. La gloire de Colomb commence à Séville, où il arrive pendant la Semaine Sainte. Pour rejoindre la cour, alors à Barcelone, une colonne est organisée qui soulève une immense curiosité dans toutes les villes traversées avec ces Indiens, porteurs de perroquets, ces plantes rares, ces animaux empaillés. Reçu en grande pompe par les souverains en personne, Colomb est anobli. Son succès oblige Jean II du Portugal à reconnaître à Tordesillas le 7 juin 1494 que ses possessions s'arrêtent à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert, ce qui laisse encore au Portugal une partie du futur Brésil. Les préparatifs du deuxième voyage sont menés rondement et aisément. Une flotte de 17 navires est constituée, jamais une expédition de découverte d'une telle envergure n'était entreprise en Occident. Elle compte entre 1200 et 1500 participants. Le départ a lieu le 25 septembre 1493. Colomb fait relâche aux Canaries, où il embarque des plants de canne à sucre en vue d'acclimater cette plante dans les terres découvertes lors de son premier voyage. Puis le navigateur choisit une route plus méridionale qu'en 1492. C'est ainsi que le dimanche 3 novembre, une île est aperçue, la Dominique. Ce voyage marque les débuts de la colonisation. Les premiers affrontements avec des indigènes ont lieu le 14 novembre à l'île de Sainte-Croix. Le 27, c'est la mauvaise surprise, il n'y a plus d'Espagnols à Navidad. On saura qu'ils se sont vite débandés et que leurs exactions ont mené les indigènes à les exterminer peu à peu. Les indigènes sont alors victimes de dures représailles. De nouvelles colonies seront fondées par la suite.
Colomb rentre en Espagne en juin 1496. Il ne rapportera cependant pas d'or du Nouveau Monde. La cour, qui fait face à une coûteuse guerre avec la France, ne marque plus le même enthousiasme que 4 ans auparavant à poursuivre les découvertes de Christophe Colomb. Le voyage commence le 30 mars 1498 avec 3 navires. Colomb est en vue le 31 juillet sur l'île qu'il baptise Trinité. Colomb rejoindra ensuite Haïti, où la cupidité des nouveaux arrivants prend le dessus et où la conquête se fait de plus en plus brutale. Ce voyage marque également l'arrestation de Colomb en 1500. Il est accusé d'avoir ralenti les conversions et d'avoir dissimulé certaines richesses. Colomb est arrêté, enchaîné et renvoyé en Espagne. Bien reçu par les souverains, consolé par Isabelle, il retrouve ses biens, mais non son pouvoir. Après sa libération, Colomb doit attendre 2 ans avant d'entreprendre sa 4e et dernière expédition. Avec 4 caravelles seulement, Colomb part en mai 1502 pour le plus dramatique de ses voyages. Il atteint le 30 juillet la côte actuelle du Honduras, il se croit le long de la péninsule malaise et cherche toujours le passage vers l'Inde véritable, à travers de terribles tempêtes. Il croise au large du Costa Rica et du Panama. Pendant l'hiver 1502-1503, il doit se réfugier à la Jamaïque où il fait naufrage. Colomb doit faire face à la révolte d'une partie de ses compagnons et aux menaces de plus en plus graves des indigènes. Colomb quitte enfin Haïti le 12 septembre 1504. Le projet de toute une vie prend fin. Christophe Colomb revient de ses voyages épuisé, malade de la goutte. Il essaye de faire reconnaître ses droits sur les terres découvertes, mais en vain. Les rois catholiques n'ont pas voulu lui restituer ses titres. Dépossédé de ses privilèges, le navigateur s'éteindra à Valladolid le 20 mai 1506. Christophe Colomb était le premier navigateur à faire connaître aux Européens les cultures indigènes par le biais de la colonisation et de ses récits. Ce qu'on retient surtout de Christophe Colomb, c'est la fameuse découverte des Amériques. Pourtant, des horreurs se cachent derrière ses voyages. Pendant 3 années, l'explorateur organise le pillage et la soumission aux tribus des autochtones. Se servant du prétexte de l'anthropophagie des populations, il réduit en esclavage les habitants des Caraïbes, notamment dans les plantations de canne à sucre. Il crée le repartimiento afin de distribuer les indigènes entre les Espagnols et les colons. Les méthodes utilisées par les colons entraînent de nombreuses épidémies et laissent place à une mortalité très élevée. Isabelle de Castille a vendu du comportement de Colomb et va envoyer le futur administrateur colonial pour l'arrêter, pour mauvaise gestion et improductivité. Il perd ainsi son titre de vice-roi des Indes. On peut aussi noter que parmi tous les grands navigateurs, Christophe Colomb n'est pas le premier à remarquer le continent. D'autres explorateurs avant lui ont voyagé près des Amériques. Il s'agit notamment d'Éric le Rouge, explorateur norvégien qui navigue vers l'ouest vers 980 avec son fils Leif Erikson qui accoste en Terre-Neuve au Canada. On pourrait aussi noter qu'à l'origine le but de l'expédition de Colomb porte sur la découverte d'une route des Indes. C'est donc par hasard qu'il accoste aux Amériques. Ainsi, jusqu'à sa mort, il est persuadé d'avoir retrouvé la route vers les Indes et donc les Indiens, et non d'avoir découvert un nouveau continent. Il est donc mort en parfaite ignorance de cause. Pour lui, c'est sûr, il n'a pas découvert les Amériques.